Alors, rebonjour dans cette dernière partie de chapitre 8. Alors, dans cette partie, comme d'habitude, toujours à la fin de chaque chapitre, on fera ensemble un petit examen de chapitre dans le but de faire une petite révision. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer directement par la première question liée à cet examen. Alors, la première question, elle nous dit quoi? Un ordinateur peut accéder aux périphériques situés sur le même réseau que lui, mais pas à ceux présents sur d'autres réseaux. Quelle est la cause probable de ce problème? Alors, je pense qu'on a vu le cas plusieurs fois, on l'a vu même dans le lab ensemble, que une fois je retire la passerelle par défaut, il ne sera plus possible d'aller joindre la destination finale. Du coup, le câble et l'adresse IP de l'ordinateur n'est pas valide. Si l'adresse IP de l'ordinateur n'était pas valide, on n'arrive pas à joindre même les utilisateurs en local. C'est pas juste une question des utilisateurs distants. C'est ce qui fait que, pour moi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. La bonne réponse est liée à la partie passerelle par défaut. Si la passerelle par défaut n'est pas correctement configurée sur un ordinateur ou n'est pas du tout configurée, on arrive toujours à utiliser le réseau à l'intérieur, mais jamais sortir au-delà de notre réseau local, ou autrement dit, jamais sortir au-delà de notre réseau de production ou notre réseau interne. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quels paramètres le routeur utilise-t-il pour choisir le chemin vers la destination lorsque plusieurs routes sont disponibles? On a vu hier le cas par exemple d'un routeur qui avait deux chemins distincts et on avait vu que le routeur il fait le choix d'un des deux. À vrai dire, il ne fait pas le choix comme ça, juste parce qu'il avait envie de choisir un des deux. Petit rappel, on avait un réseau local ici, on avait un routeur ici, un autre routeur ici, les deux routeurs ou les trois routeurs étaient tous liés entre eux et puis ici on avait un accès vers internet. Alors comment le routeur va faire pour par exemple ici le 1, le 2, le 3, ici le LAN 1, ici le LAN 2 par exemple, allez on va dire LAN 3 pour être adapté au terme routeur 3. Alors comment le routeur 1 va faire pour acheminer le trafic vers le LAN 3? Est-ce qu'il va préférer le chemin R1, R2, R3 ou il va préférer le chemin directement de R1 à R3? À vrai dire, pour prendre ce genre de décision, on se base toujours sur des critères. C'est exactement comme on utilise nous dans notre vie quotidienne. Quand on ouvre Google Maps ou Waze ou ce que vous voulez comme outil de GPS, c'est que on va choisir le meilleur chemin en fonction des critères que nous avons nous-mêmes établis. Ces critères, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être le fait d'arriver très tôt, le fait de choisir le chemin où il n'y a pas de péage, le fait de choisir le chemin où je prends le moins d'outils de transport possible. Là, j'ai un seul train à prendre. Dans l'autre chemin, je change 3 fois. Bon, je préfère prendre 1 que 3. Chacun, il a sa façon de choisir comme il veut. Généralement, le critère le plus connu de tout le monde, c'est le temps. Et le temps, l'équivalent du temps dans le monde réseau, c'est quoi? C'est la bande passante. C'est que tout simplement, on va dire que la bande passante, c'est le critère le plus important sur lequel les routeurs vont se baser pour choisir le meilleur chemin de destination. Vous allez voir en avançant dans la formation qu'il n'y a pas que la bande passante comme critère seul, voire même, j'ai envie de dire, que quelques routeurs ou quelques technologies de routage choisissent même d'autres techniques comme par exemple le nombre de routeurs par laquelle je traverse ou encore le BGP qui a un choix totalement compliqué et complexe. Mais on n'est pas là aujourd'hui. Tous ces critères 1, critère 2, critère 3, etc. on les appelle dans le langage réseau la métrique ou autrement dit la mesure. On peut dire mesure, on peut dire métrique. Ça revient au même, je pense même que le sens des deux termes, c'est le même. Alors du coup, si ici, on va dire l'adresse IP de passerelle supérieure pour atteindre, c'est du n'importe quoi, la valeur de métrique la plus forte qui est associée au réseau de destination, ça peut être intéressant, l'adresse IP de la passerelle inférieure, n'importe quoi, la valeur de métrique la plus faible qui est associée au réseau pour atteindre la destination. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'ici, on dit la valeur de métrique la plus faible, ici, on dit la valeur de métrique la plus forte. Et logiquement, qu'est-ce qu'on choisit toujours? Pas la plus forte, mais plutôt la plus faible. La plus faible, c'est qu'autrement dit, je prends moins de temps.
je consomme moins d'énergie, etc. C'est tous les termes qui sont liés au terme moins. On aura généralement plus d'intérêt à prendre toujours les chemins avec une meilleure valeur de métrique. Quand on dit meilleure valeur de métrique, autrement on dit la valeur la plus faible des métriques. Alors, la question 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? La couche réseau du modèle OSI fournit 2 services. Lesquels? Détection des erreurs, routage des paquets vers la destination, encapsulation des PDU provenant de la couche transport, positionnement des trames sur les supports, détection des collisions. Déjà, bon, on a fait ça ici, si je me rappelle, ils sont là. Mais même avant de faire ça, juste par ordre d'élimination, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Détection des erreurs, je pense que ça vous rappelle quelque chose quand on a parlé de la couche 2 de modèle OSI, que la couche 2 de modèle OSI, c'est elle qui a la partie FCS, le champ de contrôle de redondance cyclique qui assure le contrôle des erreurs. Du coup, la détection ou le contrôle des erreurs, c'est un rôle assuré par la couche 2 de modèle OSI et non la couche 3 et non la couche réseau. Détection des collisions, on a parlé de ça aussi en parlant de la couche liaison de données, on a trop parlé des collisions, je pense quelque part ici où nous avons parlé des différentes topologies existantes, on a parlé de CSMA-CD qui était une technologie qui permettait d'éviter les collisions à un certain niveau, IP Token Ring ça permettait totalement d'éviter les collisions et CSMA-CA qui était la technologie dédiée au réseau sans fil. Et là vous comprenez bien que c'est un sujet qui était totalement dédié à la couche 2 de modèle OSI aussi. Positionnement des trames sur le support. Là, si vous avez bien suivi le cours, si vous avez bien suivi ce que je dis, je ne me rappelle plus de dans quel chapitre, mais je sais une chose qu'on a trop parlé de cela. Même, j'ai envie de dire, on l'a tellement répété que je pense qu'on ne l'oublie plus jamais, que le terme tram, on ne l'utilise jamais dans la couche 3. C'est un terme dédié à la couche 2. La couche 1, on dit les bits. La couche 2, on dit les trams. La couche 3, on dit quoi? Les paquets. Ok? C'est ce qui fait que ce choix aussi tombe dans l'eau. Alors, par conséquent, il nous reste 2 choix possibles. Routage des paquets vers les destinations, et on a parlé de cela. On a dit que la couche 3, c'est elle qui assure la tâche la plus difficile, le routage. Petit exemple, bureau de poste. Et encapsulation des PDU provenant de la couche transport. Ça va de soi. Ça peut être valable pour toutes les couches. On peut dire ici encapsulation des PDU provenant de la couche réseau et quand on parle de la couche 2. Si on parle de la couche 5, on va dire encapsulation des PDU provenant de la couche 6, etc. À chaque fois qu'on passe d'une couche à une autre, qu'est-ce qu'on fait? Encapsulation. Du coup, là, ça va de soi. C'est juste le terme ici qu'il faut changer à chaque fois. Là, on passe de 4 qui est transport à 3 qui est réseau. Et c'est normal qu'on dise ici, encapsulation des PDU provenant de la couche transport. Je pense que la question était très simple et les réponses aussi. Alors, sur un réseau de production, quel est l'objectif de la configuration d'un commutateur avec une adresse de passerelle par défaut? Le commutateur, c'est on lui donne le switch, on a des PC qu'on branche sur un switch, un PC2 par exemple, un PC3, et puis on branche tout sur un routeur pour aller vers les réseaux de destination, les réseaux les plus importants comme Internet. Est-ce que le switch envoie des données ou reçoit des données? Non, le switch il fait juste suivre les données, ou bien à la passerelle s'il s'agit des communications qui vont à la passerelle, ou bien entre les utilisateurs s'il s'agit de la communication interne au réseau. Du coup, il n'y a aucun intérêt de configurer une adresse plus passerelle sur un switch. La seule raison pour laquelle on fait ça, c'est pour qu'on puisse accéder à ce switch à distance via Telnet ou via d'autres technologies comme SSH ou interface graphique ou quoi que ce soit. Du coup, si je suis là chez moi, en train de télétravailler à distance, je veux prendre la main à mon switch à distance pour faire des configurations loin. Qu'est-ce qu'il me faut dans ce cas-là? J'envoie des choses au switch. Et le switch, qu'est-ce qu'il fait? Il me répond aussi avec des informations qu'il me fournit. Autrement dit, là, je traite le switch comme si j'envoie des données, j'envoie et je reçois des données à un PC.
Autrement dit, le switch, il se comporte dans ce cas-là comme un simple utilisateur sur le réseau qui envoie et qui reçoit des données. Sauf que pas les données de type mail ou musique, mais des données de type flux d'administration et de gestion de mon switch. Du coup, j'ajoute toujours la passerelle par défaut pour que le switch puisse répondre à mes requêtes qui vont partir sur le réseau public. Sinon, le switch ne pourra jamais rediriger le trafic vers le routeur. Il ne saura pas qui est le routeur sur le réseau. Allez, on va chercher la bonne réponse. Les hôtes connectés au commutateur peuvent utiliser l'adresse de la passerelle par défaut du commutateur pour transférer les non, n'importe quoi. On a dit que le switch, il n'a aucun rôle dans l'acheminement des données entre les PC et le monde extérieur. C'est les PC qui sont responsables. Le switch, il fait juste suivre, pas plus que ça. Pour être accessible par Telnet et SSH, un commutateur doit disposer d'une passerelle par défaut. Vous voyez, ça a l'air très beau comme réponse, sauf que c'est faux. C'est faux. Pourquoi on utilise la passerelle? C'est pour qu'on puisse accéder à distance depuis des réseaux externes à Telnet, avec Telnet et SSH. Vous allez me dire, oui, mais c'est toi qui as dit ça, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'à la lecture de la deuxième réponse, ici, pour être accessible par Telnet et SSH, c'est comme si c'est une condition, sauf que c'est faux. Ce n'est pas une condition. Si vous avez un switch ici et vous avez un PC qui est là, un deuxième PC qui est là, et vous voulez accéder depuis ce PC à ce switch avec Telnet ou SSH, vous n'avez pas besoin de passerelle parce qu'il se situe dans le même réseau. Vous voyez, c'est que oui, évidemment, si je veux accéder à ce switch à distance derrière un routeur depuis chez moi, par exemple, depuis chez moi, j'essaye d'accéder à mon switch à distance, là oui, il faut une passerelle par défaut. Mais là, vous comprenez bien que le but de la passerelle par défaut, ce n'est pas de configurer Telnet et SSH, mais plutôt permettre l'accès à distance avec Telnet et SSH. Ok? Du coup, ça, c'est faux. Ce n'est pas une condition en soi d'être connecté avec Telnet ou SSH pour qu'on puisse... c'est pas une condition d'avoir une passerelle pour être connecté en Telnet ou SSH. Par contre, si vous allez lire la réponse d'après, l'adresse de la passerelle par défaut est utilisée pour transférer les paquets provenant du commutateur vers un réseau distant. Vous voyez, ça c'est très beau comme choix. C'est très très beau comme choix. Pour confirmer que c'est ce choix-là, on doit lire celle d'après. Elle fournit une adresse de tronçon suivant pour tout trafic qui traverse le commutateur, c'est du n'importe quoi. On a dit le switch, il participe jamais à la décision de flux de trafic. Il fait juste relier, pas plus que ça. Il achemine si c'est de l'intérieur, si c'est vers une passerelle, il trouve l'adresse du passerelle, il renvoie vers la passerelle via la table d'adressage MAC. Mais c'est pas lui qui décide, c'est pas comme un routeur en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme choix? Cette réponse-là, c'est ce que j'étais en train d'écrire. Pour que le switch puisse envoyer ou transférer des paquets, déjà vous voyez le mot est bien, paquet, provenant du commutateur en soi, c'est que lui qui répond à quelqu'un qui l'administre à distance, vers des réseaux, quoi? Regardez le terme, distants. Ça, c'est très bien. Après, ces paquets, c'est quoi? Ça peut être des informations d'administration, ça peut être des requêtes SSH, ça peut être du Telnet, ça peut être je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas la question. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Ça peut être n'importe quoi. Mais juste pour que le switch puisse communiquer avec l'extérieur, il lui faut une passerelle par défaut. Prenez la réponse comme si un PC classique, il lui faut une passerelle par défaut pour communiquer avec les réseaux extérieurs. Alors, la question suivante. On a fait combien? 1, 2, 3, 4. La cinquième. Alors, quelle proposition est une caractéristique de base du protocole IP? Je pense que là, c'est très simple, c'est très facile, c'est très rapide. Il est sans connexion. Le protocole IP, c'est un protocole qui est sans connexion. Et ça, c'est une caractéristique très importante de protocole IP. Alors, la question d'après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quel champ de l'entête IPv4 permet d'empêcher un paquet de traverser un réseau indéfiniment? Et on a parlé de ça. Je pense que c'était quelque part ici que je vous ai dessiné cela, quelque part ici que j'ai dessiné, en parlant de quelque chose d'important qui s'appelle le time to leave, qui s'appelle en IPv6 le hop limit, et qui est exactement la même chose, c'est juste le nom qui change d'un protocole à un autre. Pardon. Alors ici, qu'est-ce qu'on va dire? C'est le time to leave, qui est le caractéristique principal de l'adresse IP, qui nous empêche à ce que l'adresse IP ou à ce que la requête ou à ce que le paquet, si on a un routeur ici, la destination qui est là
et puis nous avons une boucle ici. Pour n'importe quelle raison, nous avons eu une boucle. L'information, le paquet va partir ici. 1, 2, encore 3, encore 4, encore 5, encore 6, et ça va tourner comme ça jusqu'à l'infini. Justement, pour éviter ce problème de tourner jusqu'à l'infini, parce que sinon on va consommer la bande passante et les ressources des routeurs jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut lui donner un temps de vie. Et à chaque fois que je traverse un routeur, ça va déduire de 1 jusqu'à devenir 0. Et quand ça devient 0, le paquet sera automatiquement supprimé. Alors, quel avantage de l'entête IPv6 quel avantage l'entête IPv6 simplifiée présente-t-il par rapport à l'IPv4? Alors, il est plus petit. Il ne nécessite que très peu de traitement des sommets de contrôle. Les adresses IP, source et de destination sont plus courtes. Surtout pas, il ne faut surtout pas dire ça pour l'IPv6. Les paquets sont gérés plus efficacement. Et c'est exactement cette dernière partie. Et nous avons parlé de cela, je ne me rappelle plus, dans les caractéristiques de l'IPv6, traitement plus efficace des paquets grâce à pas mal de procédures de simplification qui apparaissent dans l'IPv6 par rapport à l'IPv4 qui était développé dans une époque où le monde réseau était très ancien et du coup c'était très ancien aussi lui-même de sa façon de voir les choses. Quand on va voir l'IPv6 en détail, même l'IPv4 en détail, vous allez certainement comprendre pourquoi on est en train de dire cela. Alors, quel champ l'entête IPv4 identifie le protocole de la couche supérieure transmis dans le paquet? On est là. Pour savoir les informations de protocole qui a envoyé les paquets, c'est simple. Il y a un champ qui s'appelle déjà protocole. C'est que dans ce champ-là, qu'est-ce que je trouve? Les informations de ce protocole en soi. Et là, on fait protocole. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quelles informations le test de bouclage fournit-il? J'ai ajouté cette question pour une simple raison, parce que on a parlé de l'adresse de loopback, l'adresse 127.0.0.1, et je pense que je ne vous ai pas dit le terme bouclage. Bouclage, c'est loopback, hein. C'est la même chose, c'est juste bouclage en français, loopback en anglais. Et qui est l'adresse locale. C'est l'adresse localhost. Je vous ai parlé de localhost dans une précédente vidéo. Et ce que je vous ai dit sur le localhost, c'est que le but, c'est que le PC, un PC, tous les PC du monde, ils ont une adresse IP 127.0.0.1. C'est, si je prends ici mon PC, je fais CMD et je fais ping 127.0.0.1. Et là, vous voyez, le ping répond. Pourquoi il répond? Ce n'est pas parce qu'il est super bien configuré, mais parce que ça vient par défaut comme ça. Et la 127.0.0.1, elle a un rôle super important, c'est que ça permettra de tester si la carte réseau fonctionne correctement. Alors, on va chercher l'information ici. La pile TCP/IP sur le périphérique fonctionne correctement. J'ai envie de dire oui, c'est ça. C'est juste pour voir que la carte réseau, quand on dit la carte réseau, c'est la carte qui fait tourner la pile TCP/IP ou toute la pile TCP/IP, celle-là. Toute la pile, je ne sais pas où elle est, dans quel chapitre nous avons fait ça, mais bon, c'est la couche qui nous fait, elle est là, c'est la couche, c'est la carte réseau qui fait tourner tous les protocoles de la pile TCP/IP. Du coup, si la carte réseau fonctionne bien, autrement dit, le ping à 127.0.0.1 répond. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On a une confirmation que tout est correctement configuré. Alors, la dernière question qui nous reste, avant de terminer définitivement ce chapitre, elle nous dit quelle entrée de la table de routage comporte une adresse de tronçon suivant associée à un réseau de destination. Et vous vous rappelez, j'imagine, que je vous ai montré deux types. Celle qui est avec un C. Et celle qui est avec un C, qu'est-ce qu'on trouve dit? On trouve qu'elle est directly connected. Connected. Celle qui est directement connectée, on écrit directement ça et on peut le savoir ou bien avec le mot directly connected ou bien avec le symbole ou la lettre C.
Par contre, ceux qui ne sont pas directement connectés, hein, je pense que vous vous rappelez le LAN 1 et le LAN 2 qui étaient là, et que le routeur 1, comment il savait joindre le réseau 192.168.2.0 qui était là, on avait ici le 1.0. Alors pour pouvoir le joindre, le routeur 1, il devait avoir une information de routage qu'il a appris d'une certaine façon, ce n'est pas le but de savoir maintenant comment il l'a apprise, pour qu'il puisse acheminer l'information vers le réseau 2. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver toujours le mot-clé via, à travers. Je passe par. OK? Du coup, pour que le routeur 1 puisse joindre le réseau 2.0, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il passe par le routeur 2. Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? Les routes distantes. C'est pour aller joindre des routes qui sont loin. Là, il nous faut des informations comportent une adresse de tronçon suivant. Il nous faut l'information de l'adresse de tronçon suivant, qui est l'adresse qui se trouve derrière le mot-clé via. Par exemple, ici, c'était 192.168.4.2. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Allez, on va choisir la dernière réponse. Et sur ça, je vous dis, c'est OK pour ce chapitre 8 que nous venons de terminer avec ces 3 vidéos, la 30, 31 et 32 de la playlist. Je vous dis bon courage et dans une prochaine vidéo de chapitre 9. Salut!